Julien, c'est un garçon plein de vie. Il veut tout toucher. Tout ce qu'il a fait, il le fait à fond. Il ne tenait pas en place. Il plaît vraiment aux femmes. Il est charmant, des yeux marrons, les cheveux bruns, un regard perçant. Elle est un peu gironde, blonde, aux yeux bleus, un beau sourire. Et c'est quelqu'un d'assez séductrice, en fait. Tout va très vite, c'est plus que vite, parce que 3 mois après, elle est enceinte. Julien a été frappé au visage. Il y a un vrai déchaînement de violence. C'est un meurtre. Le corps est maculé de sang et il a une pioche posée sur son torse. Il y a au moins 6 ou 7 coups qui ont perforé le corps. La presse les a surnommés les amants diaboliques. Qui a eu l'idée de vouloir assassiner la victime? Quel est le rôle de chacun dans cette terrible affaire? La question qui se pose, c'est que s'est-il passé entre ce vendredi 17h et le lundi matin 11h30 lorsque le corps a été retrouvé? On ne sait pas quoi faire, on était perdus, mais perdus. Automne 2013, dans l'est de la France. Un jeune couple très amoureux se marie sous un soleil radieux. Tout semble parfait. Mais ce jour-là, personne n'aurait pu imaginer que ce bonheur allait brutalement voler en éclats quelques mois plus tard. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter plus d'une vingtaine d'années auparavant. Tout commence à Martigues, dans le Midi, à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Martigues, c'est la ville carte postale des Bouches-du-Rhône, surnommée la Venise provençale. C'est des maisons avec des façades colorées, plein de ports de pêche avec des bateaux amarrés, le soleil, les gens accueillants, l'accent chantant. Ça reste une des belles villes du sud de la France, de la Méditerranée, à côté de l'étang de Berre. C'est un très joli cadre pour grandir. C'est ici que Julien Thévenet voit le jour en 1989, au sein d'une famille nombreuse et très unie. Jean-Luc, son père, se souvient de sa joie de vivre avec beaucoup d'émotion. C'est un garçon plein de vie. Il veut tout toucher. Tout ce qu'il a fait, il le fait à fond. C'était une pile électrique. Hein. Il ne tenait pas en place. Chaque fois qu'il était assis à table, on entendait vibrer, c'était son pied. Il fallait qu'il fasse ses devoirs avec un ballon. Il était toujours en mouvement. Toujours, toujours. On le voit sur les photos, il garde ce visage un peu rond, presque encore un peu poupin. Il plaît vraiment aux femmes. Il est charmant, des yeux marrons, les cheveux bruns, un regard perçant. Né d'un père cuisinier et d'une mère femme de ménage, Julien est issu d'un milieu relativement modeste. Il a 2 grandes passions dans la vie, le football et surtout l'aviation. Très jeune. Il avait quoi, même pas une dizaine d'années. Il jouait au foot, il était gardien de but. Et à un moment donné, il s'est arrêté pour regarder passer des avions. Et bien sûr, il y a eu un but puisqu'il regardait à l'opposé. Ça l'a toujours fait rêver. Et en particulier, l'aviation, l'armée de l'air. Il s'est pris de passion en fait pour un avion, le Rafale. Une passion dont Julien, qui rêve de devenir pilote de chasse, va faire son métier. Une fois décroché son diplôme de sous-officier mécanicien, son destin paraît tout tracé. À 21 ans, il est affecté dans une base aérienne de l'Est de la France, loin de sa famille. Donc il réalise son rêve d'enfant, il devient sergent mécanicien sur les Rafales de l'armée de l'air et il part à Saint-Dizier. Quand on est enfant et que sa passion c'est l'aviation et qu'au final on est mécanicien du Rafale, qui est la Formule 1 de l'aviation de l'armée française, je pense que, enfin voilà, c'est le top, c'est le summum. Julien Thévenet commence sa nouvelle vie à près de 800 km de sa Provence natale. Pour lui, le choc est bien réel, mais pas insurmontable.
C'est quelqu'un du Sud, donc il a le verbe facile, qui rigole tout le temps, qui est toujours en train de déconner, voilà. Donc ça se passe super bien. Les collègues de Julien Thévenet l'écrivent comme quelqu'un de très gentil, très investi dans son travail, très généreux. C'est quelqu'un d'intègre qui a des valeurs. Julien vit donc très loin de chez lui, entouré de ses nombreux copains de régiment. Un univers de franche camaraderie, mais qui demeure quasi exclusivement masculin. Julien, c'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul. Petit, le dimanche, c'était qui c'est qui vient à la maison ce dimanche? On va où? On va avec qui? On fait quoi? Donc, très vite, il a besoin d'une relation. Et il va faire comme beaucoup de garçons maintenant, ou de femmes. Il va aller sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Sophie Richard et que la relation va se lier à travers la toile. À cette époque, Sophie Richard vient de fêter ses 20 ans. Originaire de l'Est de la France, cette jeune femme, déjà mère d'un petit garçon, a tout pour plaire à Julien. Elle est un peu gironde, blonde aux yeux bleus, la peau assez blanche, un beau sourire. Et c'est quelqu'un d'assez séductrice, en fait. C'est vraiment une blonde de l'Est. Elle a un charme local, quoi. Elle a vraiment quelque chose, on le voit sur les photos. Entre le séduisant sous-officier de l'armée de l'air et la jeune maman, c'est un véritable coup de foudre. D'autant que Sophie est dotée d'un tempérament à toute épreuve, et pour cause. Son parcours de vie n'a pas été des plus faciles. Elle quitte la maison familiale à 16 ans. Elle décide en fait de devenir, entre guillemets, autonome. Et 3 ans plus tard, elle devient maman pour la première fois. Elle va s'occuper de personnes âgées, d'enfants handicapés, donc de l'aide à la personne, ce qui est jamais facile. Et elle va, comme ça, petit à petit se débrouiller, gagner sa vie, vivre seule et élever toute seule son enfant. Sophie est mère célibataire lors de sa rencontre avec Julien. Et en l'espace de quelques semaines, début 2011, le couple s'installe dans un appartement à Châlons-en-Champagne. La jeune femme décide alors d'arrêter de travailler pour s'occuper de son foyer. Depuis Martigues, Jean-Luc, le père de Julien, s'en rappelle comme si c'était hier. Tout va très vite, c'est plus que vite, parce que déjà, il la rencontre, 3 mois après, elle est enceinte. Le bébé arrive en 2012. En 2013, il se marie. Puis déménage de Châlons-en-Champagne à Somsuip où ils achètent un pavillon. Somsuip, une paisible localité de la Marne, posée en plein cœur de cette région, de longues traditions militaires. Somsuip est un tout petit village, en fait, très agricole, mais surtout coincé entre 2 énormes bases de l'armée française, qui est donc celle de Suippes et celle de Mourmelon. On pense à la bataille de la Marne, on pense à la guerre 14-18. On est vraiment dans un ancrage militaire, que ce soit sur le plan historique et sur le plan opérationnel. Ce jeune couple, avec 2 enfants, fait acquisition d'un pavillon dans un lotissement à l'extérieur de Somsuip. Une vie semblable à celle de millions d'autres familles. Julien part le matin très tôt. Il a 1 heure de route pour aller à Saint-Dizier sur la base militaire. 1 heure de route le soir. Lorsqu'il rentre, il s'occupe de ses enfants. Et ils ont finalement peu d'amis, ils font peu de sorties. Ils sont tellement bien ensemble qu'ils restent la majorité du temps en famille tous les 4. Ainsi s'écoule le quotidien heureux de Julien Thévenet et de Sophie Richard dans l'Est de la France. Jusqu'à cette date fatidique du 27 janvier 2014. Ce fameux jour, un lundi, Sophie revient d'un week-end, passé loin de Somsuip, avec ses enfants. Il est environ midi lorsqu'elle arrive devant la maison familiale. Et elle va voir que la baie vitrée du pavillon est ouverte. Donc elle va avoir peur qu'il y ait une effraction. Elle pense qu'il y a un cambriolage qui a eu lieu chez elle. Elle est assez paniquée parce qu'elle n'ose pas rentrer. Donc elle va aller chercher un voisin en lui demandant de l'aide pour qu'il rentre avec elle. Ce voisin accepte de l'accompagner jusqu'au pavillon.
Sophie et lui comprennent vite qu'il s'est passé quelque chose de pas normal à l'intérieur. Ils rentrent dans la maison, effectivement, ils constatent que des choses sont éparpillées un peu partout. Et ils vont ensemble aller dans le garage. C'est Sophie Richard qui va ouvrir la porte du garage aux voisins pour vérifier que tout va bien. Et là, il tombe nez à nez avec un corps. Le corps est maculé de sang et il a une pioche posée sur son torse. Et Sophie Richard va immédiatement dire « c'est mon mari ». Aucun doute possible. Il s'agit bien de Julien Thévenet, le compagnon de Sophie. Les sapeurs-pompiers sont aussitôt prévenus. Mais une fois sur place, ils doivent se rendre à l'évidence. Il est déjà trop tard. La victime ne respire plus. Ils vont tout de suite découvrir, bien évidemment, le corps et ils vont constater qu'il a de multiples contusions et des plaies. Il y a au moins 6 ou 7 coups qui ont perforé le corps. Julien était aussi frappé au visage. Il y a un vrai déchaînement de violence, c'est un meurtre. D'emblée, la piste criminelle ne fait pas l'ombre d'un doute. Et puis, il y a cette pioche posée sur le corps et ces éclaboussures de sang partout aux alentours. Une scène d'une extrême violence. Immédiatement, la justice confie l'enquête à la gendarmerie. Le major Franck Catini, alors en poste à la section de recherche de Reims, a accepté pour la première fois de raconter cette incroyable affaire. On nous informe qu'un corps vient d'être découvert décédé. Ce serait un militaire. Je suis désigné directeur d'enquête par ma hiérarchie et confirmé par le procureur de la République de Châlons-en-Champagne. La scène de crime est aussitôt gelée par les enquêteurs. Première priorité pour eux, procéder aux expertises de police techniques et scientifiques. Ils vont relever les empreintes, l'ADN, ils vont prendre des photographies, regarder les projections de taches de sang. Ils vont saisir la pioche, la mettre sous scellé. Le major Catini songe aussitôt à la piste d'un cambriolage qui aurait dégénéré. Reste que l'enquête de voisinage n'apporte rien de probant. Ce qui est certain, c'est que dans l'environnement, il n'y a pas eu d'autre cambriolage de fait et que ce cambriolage n'a été signalé par personne. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal dans ce lotissement. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Julien Thévenet a été vu pour la dernière fois le vendredi 24 janvier aux alentours de 17h. Il sortait alors d'un rendez-vous à la banque. La question qui se pose, c'est que s'est-il passé entre ce vendredi 17h et le lundi matin 11h30 lorsque le corps a été retrouvé. Sophie Richard, la veuve, est encore sous le choc. Et il lui est impossible de répondre aux questions des gendarmes. En effet, elle était absente du domicile depuis plusieurs jours. Sophie Richard va dire aux enquêteurs qu'on lui a volé son téléphone portable et une petite somme d'argent en espèces qui se trouvait là, ce qui pourrait corroborer un cambriolage. On peut très bien imaginer qu'il y a une sorte de lutte, que Julien a été surpris en fait durant le week-end. Le cambriolage qui tourne mal est la première piste et la plus évidente. Résultat, la gendarmerie se focalise sur la piste de l'agression à domicile. Le lendemain, la mort de Julien Thévenet fait déjà la une des actualités régionales. Direction Somme-Suip dans la Marne, je vous le disais, un homme a été retrouvé mort hier dans son garage. Le procureur ce matin a confirmé qu'il s'agissait bien d'un meurtre aux circonstances étranges. Amanda Chaparro, bonjour, vous êtes sur place. Bonjour, oui, en effet, la victime a été retrouvée gisant dans son garage. Elle présentait 5 plaies importantes au thorax et une pioche était posée sur son corps. Alors que la presse locale s'empare de l'affaire, Sophie n'a pas la présence d'esprit de prévenir les membres de la famille de Julien. C'est par les réseaux sociaux qu'ils apprennent la terrible nouvelle. Une épreuve que Jean-Luc, son père, ne pourra jamais effacer de sa mémoire.
Ce jour-là, il reçoit un coup de fil de l'un des frères de Julien. Mon fils m'appelle, il me dit « Papa, tu sais, je suis sur Facebook, le Facebook de Julien, et il y a des drôles de messages. » Et là, on commence à lire RIP, au revoir Julien. Et là, c'est la grosse angoisse, quoi. Donc, je sais pas, il me traversait l'idée, je vais sur le journal local L'Union, l'Union Ardennais, et là, je vois en première page la photo de la maison de Suippes avec la police scientifique, un militaire retrouvé mort à un coup de pioche. On ne sait pas quoi faire, on était perdus. Pour nous, tout s'effondre. Hein. Pendant que le chagrin et l'incompréhension gagnent toute la famille de Julien, les interrogations se bousculent. Que s'est-il passé dans ce pavillon de l'Est de la France? Pourquoi ce jeune militaire a-t-il été massacré de la sorte? Pour le savoir, les enquêteurs misent sur l'autopsie du corps de la victime. Les premières constatations du médecin légiste font état d'hématomes des deux côtés de la tête, de traces de défense au niveau de la main droite, ainsi que de plaies thoraciques. C'est 7 perforations qui sont constatées, dont une qui traverse entièrement la cage thoracique. Et dans ces 7 coups, un seul aurait été mortel, c'est celui qui touche l'artère fémorale. Un crime commis à grands coups de pioche, un déferlement de violence inouïe. Pour les gendarmes, en tout cas, voilà qui ne colle pas vraiment avec le premier scénario envisagé, celui d'un cambriolage. D'abord parce qu'effectivement, il manque un téléphone portable et il manque un peu d'argent, mais les voleurs seraient partis sans emporter finalement ce qu'on emporte toujours, c'est-à-dire la télévision, les appareils électroniques, puis surtout, il n'y a pas de traces d'effraction. La maison n'a pas été forcée, la porte n'a pas été forcée, il n'y a pas un carreau cassé. Il se demande quand même comment un cambrioleur, aussi fou qu'il soit, ait pu commettre ce meurtre aussi horrible. Les enquêteurs ne voient aucune explication à tout cela. D'autant qu'ils ne trouvent pas l'ombre d'une empreinte ADN à exploiter. Il n'y a pas d'éléments qui soient déterminants, puisque de toute façon, toutes les empreintes ADN qu'on ait pu trouver sont ou ceux de Julien ou ceux de Sophie. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas d'ADN étranger. Alors ils explorent toutes les hypothèses possibles. Et si la mort du sergent Thévenet avait quelque chose à voir avec sa profession de militaire? Son métier, c'est d'être mécanicien d'avions de chasse, des Rafales. C'est très sensible sur le plan de la sécurité nationale. Ce sont des gens qui s'occupent d'avions, qui s'envolent avec des armes lourdes. Forcément, quand intervient ce genre de mort, on se pose des questions. Voilà, c'est obligatoire. A-t-il eu accès à des données confidentielles, à des données secret défense qui auraient pu attiser les convoitises, lui attirer des ennemis? Ses chefs et ses camarades de régiment sont auditionnés. Mais tous dressent de Julien le portrait d'un sous-officier très apprécié et absolument loyal. Très vite, les gendarmes se rendent compte que non seulement Julien Thévenet était quelqu'un de discret, sympathique, même plutôt renfermé, mais surtout quelqu'un de profondément intègre. Il est mécanicien, Julien, il n'a pas de secret militaire. Il n'est pas détenteur du secret défense, en fait. Donc la piste militaire, on va fouiller un peu, mais ça ne va pas donner grand-chose, en fait. Alors que les gendarmes s'interrogent, tout s'emballe d'un seul coup. En effet, ils reçoivent le résultat des analyses toxicologiques qui vont donner une autre direction aux investigations. On va apprendre que Julien Thévenet a une dose supramédicamenteuse de zolpidem, donc c'est un somnifère. Donc il n'est pas logique de découvrir une telle quantité de somnifères dans son corps. Donc l'impression qu'on peut avoir, c'est que cet homme aurait été endormi avant d'être tué. Des somnifères à haute dose. Du côté des enquêteurs, voilà qui pourrait tout changer. La victime ne faisait l'objet d'aucune prescription médicale. Quelqu'un lui a donc forcément administré ces médicaments.
Évidemment, cette mort ultra-violente associée au somnifère, là vraiment la thèse du cambriolage, qui était déjà pas très étayée, vole totalement en éclats. Et on se rend compte qu'il s'agit d'un homicide volontaire avec préméditation. Un empoisonnement au somnifère suivi d'un assassinat à coups de pioche. Pour Franck Catini et ses hommes, l'affaire vient tout simplement de changer de dimension. D'autant qu'en continuant d'interroger les collègues militaires de Julien Thévenet, ils font une autre avancée cruciale, une découverte des plus troublantes. Et ils se sont inquiétés dans les dernières semaines, voire les derniers mois, de l'attitude qu'avait Julien Thévenet. Par exemple, il n'avait jamais d'argent sur lui. Il ne pouvait jamais offrir un coup à boire à ses potes. Julien Thévenet se privait de sorties avec ses collègues. Lorsqu'il était en déplacement, c'est sa propre maman qui lui faisait des virements pour qu'il paye ses repas. À ce moment-là, les gendarmes sont stupéfaits. Julien Thévenet avait-il des problèmes d'argent ? D'où pourrait provenir ce manque d'argent? Pour avancer, les enquêteurs auditionnent d'autres proches de la victime. Et tous semblent unanimes. L'atmosphère au sein du couple tournait souvent à l'orage pour des raisons financières. Principalement, les relations difficiles qu'ils vivent entre eux, c'est a priori des problèmes d'argent. Lui travaille, a un revenu, son salaire est versé sur un compte commun. A priori, c'est sa femme qui gère entièrement l'argent et ses collègues de travail nous expliquent qu'il n'a jamais d'argent sur lui. Elle lui a coupé ses moyens de paiement, mais coupé au sens propre. C'est-à-dire qu'elle a pris sa carte bleue et qu'elle a pris un ciseau, elle l'a coupé en deux. Il n'a droit à rien, il n'a plus d'argent. Au fil des auditions, c'est un drôle de portrait de Julien Thévenet qui se dessine. Celui d'un homme passé totalement sous l'emprise de son épouse. C'est Sophie Richard qui est pilote du couple, en fait. Tout simplement. C'est elle qui gère tout. Elle est aux commandes. Elle est aux commandes du couple et lui ne peut rien faire. Il est sous contrôle permanent de Sophie Richard, qui est aussi très autoritaire. Finalement, il est prisonnier de cette cage qu'il a construite malgré lui. C'était une vie, même pas sous condition, c'était une vie de soumission, j'appelle ça moi, de soumission. Elle levait le petit doigt, il était là, à leur donner, il exécutait. Jean-Luc, le père de Julien, se souvient très bien du comportement de Sophie, notamment lors d'un certain réveillon de Noël en famille, à la fin de l'année 2013. Arrivé à un certain âge, on ne fait plus de cadeaux, c'est une enveloppe. En plein repas de Noël, à la fin, je vois Sophie Richard qui prend les enveloppes et qui commence à compter l'argent, qui prend son ordinateur et qui fait ses comptes. Cela a profondément choqué la famille. L'avarice et la cupidité de Sophie Richard, à ce moment-là, a fait surface. Un tyran domestique obsédé par l'argent. L'image de Sophie que renvoient les témoins a tout pour intriguer les gendarmes. Et les anecdotes ne manquent pas. Comme lors de cette visite du couple à Martigues, chez les parents de Julien. Sophie Richard ne veut plus dépenser d'argent pour l'essence, donc elle le fait savoir. Donc les parents de Julien, pour avoir la paix, finalement, lui donnent une somme d'argent. Et Julien, évidemment, à la pompe, a du mal à arriver aux 50 piles. Il dépasse de 6 centimes. Et Sophie Richard pique une colère en hurlant qu'il a dépassé la somme octroyée. Scandale. Tu te rends compte, tu peux pas faire que 50 €. Moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de sac, j'ai rien. J'avais 10 centimes qui restaient dans la voiture. J'ai dit, tiens, on prend les 10 centimes, on va payer ces 50 €. Tandis que les témoins défilent, les gendarmes comprennent que les problèmes entre Sophie et Julien existaient depuis bien longtemps, y compris le jour de leur mariage. La date du mariage, qui avait été fixée bien en amont, est changée au dernier moment, de sorte que les parents de Julien Thévenet ne peuvent même pas être au mariage de leur fils. Donc, elle nous a mis dans l'impossibilité de venir. Pour moi, ça a été très douloureux. Ces images ont été filmées par des proches à l'issue de la cérémonie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Julien semble sur un petit nuage, alors que Sophie, elle, paraît totalement absente. Et le mot qui revient pour décrire leur mariage, c'est mariage au rabais.
C'est-à-dire qu'on a des assiettes en carton, des gobelets en plastique. Et ce qui devait être le plus beau jour de sa vie ressemble finalement à un anniversaire d'enfant. C'était même pas un mariage, c'était un pique-nique. J'en ai souffert, je n'ai jamais rien dit parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise. Mais de savoir qu'il s'est marié dans ces conditions, mais alors ça a été quelque chose de très, très douloureux. Au fil des mois, la situation conjugale de Julien devient de plus en plus intenable. Sophie lui rend la vie impossible. Jusqu'au jour où son père, Jean-Luc, reçoit un coup de fil de son fils. Une semaine tout juste avant d'être massacré dans son garage. Le 20 au soir, il nous dit qu'il veut divorcer, hein. Que lui, c'est acté, et nous, c'est pipi pourra, hein, franchement. Hein. C'est presque on sort champagne. Hein. Et le matin même, il avait été voir l'assistance sociale de l'armée. Et il avait demandé tous les renseignements, s'il divorçait, ce qu'il pouvait faire, machin. Et puis ensuite, il prend rendez-vous avec la banque pour l'ouverture d'un compte à lui, une semaine avant que le drame intervienne. Une fois sa famille prévenue, Julien annonce également à Sophie, son épouse, son intention de divorcer. Et visiblement, elle le prend très mal. On est dans la soirée, elle va pas supporter la situation, elle va faire des crises de larmes, elle va lui dire que c'est l'homme de sa vie, qu'elle peut pas se passer de lui, qu'elle peut pas vivre sans lui, qu'il peut pas faire ça. Et étrangement, le lendemain matin, elle change totalement de visage et là, elle lui dit « Ok, je suis d'accord, pas de problème. » Donc voilà, effondrée la veille et résolue le lendemain matin, comme si, voilà, dans la nuit, l'idée avait fait son chemin de façon quasi magique. Cette histoire de divorce aurait-elle tout déclenché? Cette fameuse nuit, Sophie Richard aurait-elle décidé de se débarrasser de son mari? Pour les enquêteurs, voilà peut-être le grand tournant de cette affaire. Un divorce annoncé une semaine avant, un drame où le mari est retrouvé mort dans des circonstances terribles, forcément, avec l'expérience qu'ont les enquêteurs, ça alerte, ça fait tilt. On s'aperçoit que le crime intervient à un moment clé de leur vie. La personne qui se trouve dans une situation qu'elle n'a pas choisie, c'était Sophie Thévenet. Et donc forcément, elle est devenue à ce moment-là une suspecte. En cas de divorce, Sophie, privée des revenus de son mari, aurait quasiment tout perdu. Voilà qui pourrait parfaitement constituer un mobile. Reste qu'à ce stade, les enquêteurs ne disposent d'aucune preuve matérielle contre elle. Sur la scène de crime, sur la pioche qui a porté le coup fatal à Julien Thévenet, on ne retrouve ni les empreintes digitales, ni l'ADN de Sophie Richard. Et puis, la violence du crime est inouïe. Il est peu probable que ce soit une femme qui ait porté ces coups. Pour les enquêteurs, en fait, l'hypothèse de Sophie Richard aurait tué son mari toute seule, en fait, c'est pas possible. Voilà. Et donc, ils se disent, OK, Sophie Richard, elle est mêlée à la mort de son mari. Mais avec qui? Sophie aurait-elle pu administrer les fameux médicaments à son mari? Et qui aurait-elle bien pu recruter comme complice? L'enquête s'accélère pour de bon. Chez les gendarmes de Reims, c'est l'effervescence. À la recherche du moindre élément, ils examinent les appels téléphoniques ainsi que les conversations Internet de Sophie avant la mort de son mari. Et ils vont aller de surprise en surprise. On va se rendre compte que Sophie Richard elle avait une vie affective remplie pendant que son mari était ou en mission ou sur la base. Elle passait ses journées sur des sites de rencontres, elle parlait avec beaucoup d'hommes. Il y en a un qui revient régulièrement, avec qui elle converse beaucoup. Et en fait, cet homme s'appelle Sébastien Chantreau. D'après leurs échanges, Sophie a rencontré ce Sébastien Chantreau environ 3 mois avant le meurtre. Et dès son premier rendez-vous avec Sophie, entre eux, tout va très vite. Sébastien Chantreau a 27 ans, il est jeune, grand, brun, les cheveux rasés de très près. Ce qui est troublant, c'est qu'il ressemble un peu à Julien Thévenet. C'est une espèce de garçon un peu passe-partout, comme ça. Assez mince, mais assez musculeux quand même. Et moi, je dirais qu'une tête mal peignée, mais avec une bonne tête. Il a une bonne tête.
aucune ambiguïté possible. Sébastien Chantereau est bien l'amant de Sophie. Mais serait-il pour autant impliqué dans le meurtre de son mari? Lorsque le major Catini se penche sur ses antécédents, première surprise. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est défavorablement connu, malgré son jeune âge. Il a commis des dégradations, des violences sur agents de la force publique qui ont tenu des blessures, des violences sur son ex-compagne. C'est un gars qui est aux portes de la délinquance, en fait. Il est condamné 2 fois pour des violences. Voilà, à un moment, il est sur une ligne de rupture, clairement. Il va tomber sur cette femme pulpeuse, blonde, aux yeux bleus, avec des enfants, un pavillon, de l'argent, et cet amour enfin possible. C'est vrai que Chantereau, il est amoureux. Alors là, franchement, c'est le coup de foudre. Un sentiment amoureux qu'il a du mal à gérer. Et il va se lancer éperdument dans cette histoire. Les enquêteurs comprennent que Sébastien est très épris de la jeune épouse du militaire, au point de vivre presque au grand jour cette relation extra-conjugale. Ils se sont rencontrés il y a seulement 3 mois et demi, mais Sébastien Chantereau a présenté Sophie Richard à sa grand-mère. Il va très vite faire la connaissance des enfants, qu'il va amener chez lui, ils vont sortir ensemble. En fait, ils vont se conduire très très vite, comme un couple marié. Pourtant, tous les témoins sont formels. Sébastien, qui enchaîne les petits boulots, est décrit comme étant quelque peu immature. C'est quelqu'un qui va s'enfermer dans un monde de rêve, de tout ce qui est du domaine du gothisme, quoi, de ce qui est gothique, donc du noir, du diable, de choses un peu sataniques comme ça. Mais comme beaucoup d'adolescents peuvent, sauf que lui, il va le prolonger un peu plus qu'un adolescent l'aurait fait. C'est vrai qu'il a des hobbies un peu particuliers, oui. Il s'intéresse au satanisme. Et c'est un type qui est pas bien dans sa vie, dans sa peau. Des antécédents de violence et cette fascination pour les rituels sataniques. Alors, Sébastien, l'amant de Sophie, aurait-il pu assassiner Julien à coups de pioche? C'est désormais le scénario envisagé par les gendarmes. Mais ils ne veulent en aucun cas éveiller sa méfiance. Le jeune homme est donc convoqué comme simple témoin. Et très spontanément, il avance un alibi. Il dit avoir passé tout le week-end du crime, loin de Somswip, en compagnie de sa maîtresse, Sophie Richard. Le vendredi, il était à Reims. D'ailleurs, il s'est fait voler son téléphone portable. Et puis après, il raconte son week-end, en fait, avec Sophie Richard et les enfants de Sophie Richard. Le lendemain, ils ont passé la journée, donc, notamment chez sa grand-mère. Ensuite, le dimanche, ils sont allés au parc Disney à Marne-la-Vallée. L'alibi est vérifié et tout concorde. Sébastien Chantereau ressort donc libre de la gendarmerie. Pourtant, il y a un petit détail qui n'a pas échappé aux enquêteurs. Ils reprennent aussitôt les déclarations de Sophie. Elle aussi avait justement déclaré qu'on lui avait volé son téléphone. Difficile pour eux de n'y voir qu'une coïncidence. Et rapidement, ils sont quand même assez interpellés sur une chose, c'est que Sophie Richard s'est fait voler son portable lors du cambriolage et que Sébastien Chantereau, lui, s'est fait voler son téléphone portable le vendredi à Reims. Donc ils se disent, ok, c'est un couple d'amants, et comme par hasard, au moment où l'époux de Sophie Richard décède, ils n'ont plus de portable. L'épouse et son amant se seraient-ils débarrassés de leur portable afin de brouiller les pistes? Pour le savoir, les enquêteurs étudient les bornages des 2 téléphones durant les heures précédant le crime. Et celui de Sébastien va révéler une toute autre histoire. Avec les analyses de la téléphonie, ils vont s'apercevoir que le téléphone de Sébastien Chantereau borne le vendredi 24 janvier au domicile du couple Thévenet, entre 15h46 et 18h57, et donc qu'il a menti. Une tranche horaire durant laquelle Sébastien Chantereau affirmait se trouver à Reims. Inexorablement, l'étau se resserre sur Sophie Richard et sur son amant.
Le 10 février 2014, soit 3 semaines après le meurtre, les 2 suspects sont placés en garde à vue. Les gendarmes espèrent les faire craquer grâce à leur seul élément tangible, le bornage du téléphone de Sébastien Chantereau. Il commence par Sophie, la veuve de la victime. Les premières auditions de Sophie Richard en garde à vue sont toutes identiques, c'est-à-dire on était chez Sébastien avec les enfants pendant le week-end, on ne sait pas où était Julien, et point barre. Puis assez vite, elle est mise en contradiction, on lui présente les éléments techniques et elle va finir par expliquer qu'elle était au domicile et que Sébastien Chantereau était bien au domicile. Tandis qu'il la presse de questions, les enquêteurs le sentent. Aussi coriace soit-elle, Sophie se retrouve assez vite déstabilisée. Finalement, elle leur avoue qu'elle était bien dans la maison avec son mari, mais aussi avec son amant. Et elle avance même un début de scénario. Le ton serait monté entre les 2 hommes. Et ensuite, elles disent « ce n'est pas moi, je n'ai rien fait ». Ils ont été dans le garage parce qu'ils se disputaient dans le salon. Je ne voulais pas que ça se passe dans le salon. Je sais qu'ils se sont battus et ensuite, nous, on est partis. Mais Sophie n'en dira pas plus. Alors, les gendarmes se tournent vers son amant afin de lui mettre à son tour la pression. C'est là que Sébastien s'effondre d'un seul coup. Là-dessus, Sébastien Chantereau décide de tout avouer. Et il parle. Il ne va pas s'arrêter de parler. Sébastien Chantereau craque et avoue avoir commis l'irréparable. Et qu'ensemble, ils ont fomenté un plan diabolique. Dès lors, Sébastien se lance dans une longue confession. En premier lieu, il leur raconte le tableau que sa maîtresse lui faisait de sa vie conjugale. Alors, il explique que la situation lui avait été décrite par Sophie en expliquant qu'elle ne pouvait plus vivre avec Julien de cette manière-là, qu'il la rabaissait trop, qu'il frappait même les enfants. Donc, devant cette situation, il fallait qu'elle s'arrête ou qu'il meure. Sébastien a une haine incroyable à l'encontre de ce Julien qu'il ne connaît pas, mais qu'il considère être le bourreau de celle qu'il aime. Une haine qui, selon Sébastien, aurait viré à l'obsession. Les 2 amants auraient alors imaginé ensemble un plan redoutable pour se débarrasser du mari devenu soi-disant violent. Et voici le récit fait par Sébastien Chantereau de cette terrible journée d'hiver. Le vendredi 24 janvier, Julien Thévenet sort du travail, se rend à son domicile et il a l'habitude, quand il rentre du travail, de se servir un petit pastis. C'est Sophie Richard qui lui sert son verre de pastis ce jour-là, mais un verre de pastis bien chargé puisqu'elle y ajoutait 8 comprimés de zolpidem. Voilà qui confirme parfaitement le résultat des expertises toxicologiques. Sébastien, lui, attend le signe du top départ dans un bar d'une commune voisine. Une fois Julien Thévenet endormi, elle appelle Sébastien Chantereau. Ordre est donné à Sébastien Chantereau de revenir rapidement à la maison à Somme-Suip pour s'occuper donc de Julien Thévenet. Il est à pied, il y a plusieurs kilomètres. Donc il va expliquer qu'il est obligé d'aller en courant pour arriver le plus vite possible parce qu'il ne faut surtout pas qu'il se réveille. Après une bonne demi-heure de marche, Sébastien arrive au domicile du couple. Sur place, assommé par les somnifères, Julien le mari dort à poing fermé. Ensemble, les 2 amants transportent le mari jusque dans le garage. La description que leur suspect fait de la scène laisse les enquêteurs sans voix. Comble de l'horreur, Sébastien Chantereau va raconter aux enquêteurs que Sophie Richard l'aide pour la commission des faits, mais qu'elle fait des allers-retours entre le garage et la maison, puisque ses enfants sont présents, qu'elle va leur donner le bain avant qu'ils jouent dans leur chambre, qui est juste accolée au garage. Sébastien Chantereau raconte ensuite avoir été saisi de panique. Comment s'y prendre pour se débarrasser de son rival? Selon lui, Sophie aurait assisté à la scène, impassible.
Il va essayer de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de le tuer. Donc il va d'abord essayer de le tuer en tapant sa tête contre le sol, puis il va trouver une fourche pour essayer de le piquer. Et c'est là qu'il a décidé de se saisir d'une pioche de chantier, qu'il a commencé à porter les coups, qu'elle le sommait d'aller plus vite. C'est là que Julien aurait justement commencé à reprendre ses esprits. Il aurait donc vu Sébastien s'approcher, la fameuse pioche brandie au-dessus de lui. Julien Thévenet se réveille, en tout cas commence à sortir un petit peu de son sommeil forcé. Et là, il se rend compte qu'en fait, il est en train de mourir, que Sébastien Chantreau veut le tuer. Et Julien Thévenet commençait à crier, à émettre des sons. Sophie Thévenet, elle l'aurait aidé, selon lui, à tenir d'une part la tête et d'une part la main. Selon Sébastien Chantreau, elle aurait également mis un sac plastique dans la bouche et lui aurait maintenu la bouche fermée pour éviter de continuer à entendre les cris. Julien aurait ensuite été achevé d'un dernier coup de pioche en pleine poitrine. Une scène digne d'un film d'horreur. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Confrontée à ces aveux terrifiants, Sophie Richard, elle, n'en démord pas. Non seulement elle nie tout catégoriquement, mais elle continue de se poser elle-même en victime. Face aux enquêteurs, elle maintient que Julien Thévenet était très violent avec elle, violent avec les enfants, et qu'elle subissait de la part de son mari également des viols. Des agissements gravissimes qui auraient poussé les amants à passer à l'action. Pour autant, Sophie répète qu'elle n'a rien à voir avec l'acte criminel proprement dit. Sophie Richard va expliquer qu'effectivement, elle a glissé ses somnifères, mais qu'elle a ensuite voulu tout arrêter, qu'elle a supplié son amant d'arrêter, de laisser la vie sauve à son mari. Au moment où Sébastien frappait Julien, je me suis rendu compte en fait à quel point c'était une folie et j'ai demandé à Sébastien d'arrêter. J'ai dit stop, arrêtons. Mais Sébastien a continué. Sébastien était véritablement dans une folie meurtrière à ce moment-là. Deux amants qui se renvoient la responsabilité d'un assassinat commis dans des circonstances effroyables. Les médias se déchaînent et suivent pas à pas cette affaire retentissante. Il a fallu attendre la garde à vue pour que les amants passent aux aveux, c'est ce qu'a confirmé le procureur adjoint au tribunal de Reims. Arrêté lundi, l'épouse de la victime et son amant ont livré une version des faits plus adéquate avec l'intuition des enquêteurs quant au déroulement du crime. À l'issue de leur garde à vue, les deux suspects sont mis en examen pour assassinat et incarcérés. Alors, quel serait le vrai mobile de ce crime sordide? Pour la justice, le scénario paraît déjà limpide. Suite à la révélation par Madame Veuve Thévenet de l'intention de feu son mari d'avoir prochainement recours à une procédure de divorce, craignant les conséquences financières que cela pouvait avoir, elle a estimé qu'il pouvait être une solution que de le faire disparaître, c'est-à-dire de le tuer, ce qui caractérise la préméditation. L'onde de choc se propage jusqu'à Martigues. Mais pour la famille de Julien, pour son père Jean-Luc, ces révélations fracassantes sur Sophie ne sont pas vraiment une surprise. Bon, on sentait le coup fourré, mais pas à ce niveau-là. Franchement, on pensait qu'elle allait lui faire une entourloupe, qu'elle allait lui faire un coup fourré. En tout cas, les proches de Julien sont catégoriques. Les accusations de violence conjugale avancées par Sophie, son épouse, ne tiennent pas la route. Aucun moment on a accrédité la thèse de la violence de Julien. D'abord parce que c'est pas quelqu'un de violent déjà d'une. En plus, les arguments qu'elle avançait, c'est complètement faux. Julien, le 31 au soir, il réveillonne avec les enfants, il nous envoie les vidéos. Elle est où, Sophie Richard? Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'en fait Sophie n'est pas à la maison, elle ne passe pas le 31 décembre en famille. On s'aperçoit même qu'au contraire, Julien, loin de battre les enfants, en fait c'est lui qui s'en occupe le plus.
la ligne de défense de Sophie Richard se voit fragilisée. Mais les enquêteurs, eux, veulent enfoncer le clou. L'argent était-il le seul véritable mobile de l'assassinat du mari? Et là, ils se rendent compte qu'il avait contracté une assurance vie au nom de son épouse. Si Julien Thévenet meurt, Sophie Richard va bénéficier de son assurance vie, qui est une somme de plus de 200 000 € à l'époque. Ils savent aussi qu'il y a un crédit sur la maison, qu'en cas de décès de l'époux, en l'occurrence, Sophie Richard ne payera plus de crédit. Donc, le pavillon à SomSup sera complètement payé. Une assurance vie et un bien immobilier dont Sophie parlait beaucoup dans ses échanges avec Sébastien. Voilà qui achève de sceller la conviction des enquêteurs quant au mobile. Donc Sophie en parle de ses assurances vie, elle en parle notamment dans des SMS, en disant que si effectivement le divorce est effectif, Julien va finir par mettre le nom du bénéficiaire de l'assurance vie à un autre nom que Sophie, bien évidemment. Donc il faut agir vite. Et là, on a un SMS très parlant de Chantereau qui finit par lui dire « Ok, on fait comme on a dit, je suis prêt, on avance la date ». Ce pacte diabolique a été scellé très tôt, en réalité. En moins de 3 mois, Sébastien est prêt à tuer pour Sophie. Avec ces SMS écrits noir sur blanc, la préméditation ne fait plus aucun doute. D'autant que les gendarmes ont trouvé un autre élément matériel accablant contre Sébastien et Sophie. Les deux amants avaient d'abord pensé à maquiller leur crime en suicide. Les recherches Internet qui ont été faites par Sébastien Chantereau, il a fait des recherches sur des pendaisons, laissent à penser que peut-être ils ont voulu mettre en scène un suicide, que ça n'a pas pu être possible parce que Julien s'est réveillé et qu'il a fallu l'achever dans la précipitation. S'ils avaient réussi à le pendre, qu'en serait-il advenu de cette enquête si on avait découvert le corps d'un militaire accroché dans son garage alors qu'il était en instance de séparation? Le crime parfait n'était sans doute pas loin. Et donc quand on repense à tout cela, oui, ça a été une enquête marquante. La presse les a surnommés les amants diaboliques, Sébastien Chantereau et Sophie Richard en pleine reconstitution depuis ce matin à SomSup dans la Marne. 2 juin 2014, 6 mois après le meurtre, Sophie Richard et Sébastien Chantereau sont extraits de prison. Ils se revoient pour la première fois depuis leur arrestation. Et on va effectivement s'apercevoir, au bout de la reconstitution, que la version qui est la plus crédible est celle de Sébastien Chantereau et celle qu'il aurait fait, bien évidemment, en garde à vue, ce qui est souvent le cas. Les premiers aveux de Sébastien Chantereau sont clairs, nets, précis. Il fait pas ça sur 2 minutes. Il prend le temps de parler aux enquêteurs. Le déroulement des faits, à mon avis, est proche de cette première déclaration. C'est donc le scénario retenu par l'accusation. Sophie a tout à fait le profil pour être le cerveau du crime. C'est aussi la conclusion des experts psychologues à son sujet. On apprend que Sophie Richard est une femme dans le contrôle. C'est une femme qui aime bien contrôler, qui aime bien organiser. Elle a un bon niveau, degré d'intelligence qui peut être en adéquation avec l'organisation de tels faits. Et surtout qu'elle a suffisamment de sang-froid pour asservir 2 hommes. Un pour lui prendre son argent et l'autre pour l'utiliser à des fins criminelles. Toujours selon les experts, une chose est certaine. Sébastien ne faisait pas le poids face au redoutable talent de manipulatrice déployé par Sophie. Sébastien est le cocktail idéal pour Sophie, parce qu'il a à la fois cette dépendance affective, comme vont le montrer les psychologues, cette faille en lui-même. Et d'un autre côté, il y a la face noire de Sébastien Chantereau, qui est cette espèce d'admiration pour tout ce qui est du domaine du satanisme, du domaine du diable, de la mort. Cour d'assises de Reims, dans la Marne, 12 septembre 2016. Presque 3 ans se sont écoulés depuis la mort atroce de Julien Thévenet. Alors que Sophie Richard et Sébastien Chantereau, son amant, sont jugés pour assassinat, tout le monde retient son souffle.
C'est une terrible affaire qui est jugée ici jusqu'à mercredi devant la cour d'assises de la Marne. On attend beaucoup de choses de la part des deux accusés. D'une part, qui a eu l'idée de vouloir assassiner la victime? Quel est le rôle de chacun dans cette terrible affaire? C'est toutes ces réponses à laquelle vont devoir répondre les deux personnages dans le box. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi soir. Dans le box des accusés, Sébastien sait qu'il risque plus que Sophie. Lui qui a avoué avoir porté les coups mortels. Mais il ne veut en aucun cas assumer seul la responsabilité du crime. Les enjeux du procès pour moi, avocat de Sébastien Chantreau, c'est de faire en sorte de démontrer que Sébastien Chantreau n'est que la main, le bras armé de Sophie Richard et que Sophie Richard est le commanditaire. Et de l'autre côté, les avocats de Sophie Richard vont devoir démontrer que Sébastien Chantreau est un tueur de sang-froid, capable d'une folie meurtrière à laquelle Sophie Richard voulait mettre un terme. À l'époque, l'avocat de Sophie Richard tente le tout pour le tout. Elle est très angoissée, mais elle a un besoin de vérité, elle a besoin de s'expliquer. Elle sait parfaitement ce qu'elle risque, elle en est consciente, mais je crois qu'elle a le besoin aujourd'hui de dire ce qui s'est réellement passé, ce qu'elle a fait d'ailleurs tout le temps de l'instruction, mais c'était couvert par le secret. L'avocat de Sophie Richard, qui n'a pas souhaité s'exprimer à nouveau, n'en démord pas. Sa cliente ne serait pour rien dans la mort de son mari. Au cours du procès, Sophie Richard elle se présente comme la victime. Elle s'exprime d'une voix plaintive, une petite voix en permanence. Elle a essayé de stopper les choses, elle ne voulait pas tout ça, etc. Et elle ne répond pas aux questions, en fait. Elle va traverser ce procès, en fait, comme une étrangère à son avenir, à son procès. Pour les parties civiles, ces 3 jours d'audience laisseront un réel sentiment de frustration. C'est un vide complet. On se dit quand même, la moitié des choses n'ont pas été dites. La maltraitance de Julien, c'est dit, mais c'est très superficiel. Pas grand-chose n'est sorti de ce procès. Et finalement, les débats devant la cour d'assises n'apportent pas d'éléments de réponse. Et ce qui s'est passé dans ce huis clos, dans ce pavillon à Sommes-Suip, reste un mystère. Seuls Sophie Richard et Sébastien Chantreau savent ce qui s'est réellement passé. Au terme du délibéré, le verdict tombe et il est implacable. 30 ans de réclusion criminelle pour chacun des 2 accusés. Ce verdict signifie que Sophie Richard et Sébastien Chantreau ont des responsabilités égales et qu'ils étaient complices de A à Z. C'est un verdict qui met les amants sur le même plan de responsabilité. Si les somnifères n'avaient pas été administrés, le crime n'aurait pas pu avoir lieu. Donc sans Sophie Richard, il n'y avait pas de crime. Et si seuls les somnifères avaient été donnés, Sébastien Chantreau probablement n'aurait peut-être pas commis ces faits. Donc l'un et l'autre sont indissociables pour commettre ce crime. À l'issue de l'audience, seul Sébastien Chantreau fait appel. Mais 1 an plus tard, en 2017, il est condamné exactement à la même peine. Aujourd'hui, dans cette belle ville de Martigues, où il a grandi, bien des années ont passé depuis la disparition de Julien Thévenet. Mais les cicatrices, elles, sont toujours là. Savoir avant ce qu'il a souffert moralement, savoir que ton fils il a été malheureux, qu'il a souffert, qu'il a été brimé. Je pense que la souffrance morale a été peut-être plus dure que la souffrance physique quand il est décédé. Alors que le souvenir de Julien demeure intact, une décision de justice a redonné un peu de joie de vivre à ses parents. Ils ont pu adopter l'enfant que leur fils a eu avec Sophie. Le vrai devoir de mémoire, c'est faire que sa fille ne souffre pas de tout ça. Son père est parti, mais ça lui a permis d'avoir une vraie vie. Une vraie vie sereine, avec des moments de joie, avec des moments de partage, des moments de famille, où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine. Parce qu'aujourd'hui, j'ose même pas imaginer sa vie si elle était aux côtés de sa mère. Je pense que sa vie serait gâchée.
Ainsi s'achève la terrible histoire de la mort de Julien Thévenet. Toute une famille brisée par le chagrin, mais qui, aujourd'hui, reste résolument tournée vers l'avenir. Une femme gisait sur l'autoroute Blue Star. Elle était toujours vivante et luttait pour survivre. Elle m'a prié de ne pas la laisser mourir. Son corps était tellement mutilé qu'elle a succombé à ses blessures dans l'ambulance. Deborah venait d'une bonne famille. C'était une travailleuse acharnée. Elle élevait très bien ses enfants. Personne n'avait rien de mal à dire sur Deborah. Elle a vu une femme titubante allant vers le nord. Était-il possible qu'il soit impliqué dans ce délit de fuite? Au lieu d'un accident, il aurait pu s'agir d'un délit de fuite intentionnel. Le plus gros problème auquel on s'est heurté était que personne ne parlait. On n'avait pas de témoins. On ne disposait d'aucune preuve. On savait que les gens nous cachaient quelque chose. Tout commence à South Haven, dans le nord-est des États-Unis. C'est une petite ville qui borde le lac Michigan, à 3 heures de route de Détroit. Le bord du lac, l'été, c'est une destination touristique typique du Michigan. Il y a des maisons à $1 million qui sont magnifiques. Et puis, plus on pénètre dans le canton, plus ça devient campagnard. Un petit paradis où il fait bon vivre. Jusqu'à ce jour d'avril 1998, où Scott Bowling reçoit un appel de détresse. Un appel qui va briser la quiétude de South Haven. On m'a avisé qu'une femme gisait sur l'autoroute Blue Star, non loin du bar Blue Star. Je me suis rendu sur place avec sirène et gyrophare. Une femme couchée sur le sol semblait gravement blessée. J'ai vite constaté qu'elle avait subi des blessures importantes et qu'elle avait été heurtée par une voiture. Quelqu'un l'avait renversée et l'avait laissée dans cet état. C'était vraiment choquant. Je me suis agenouillé car elle voulait me dire quelque chose. Je lui ai pris la main, l'ai tenue, et elle m'a prié de ne pas la laisser mourir. C'était une expérience déchirante. Le bas de son torse était complètement tordu. Sa peau était tailladée. Elle saignait et je ne savais pas ce que je devais faire pour l'aider. Je sentais qu'elle n'allait pas s'en tirer. Les ambulanciers sont arrivés. Elle était toujours vivante et luttait pour survivre. Son corps était tellement mutilé qu'elle a succombé à ses blessures dans l'ambulance. Elle était déjà morte à son arrivée à l'hôpital. Les enquêteurs identifient rapidement la victime. Il s'agit de Deborah Busby, une jeune mère de famille. Elle avait 34 ans. Elle élevait seule ses 3 enfants. Elle était bien connue dans la région. Elle était très active dans la ville de South Haven. Elle travaillait pour un magasin de meubles. C'était une travailleuse acharnée. Elle avait traversé des moments difficiles, mais elle travaillait pour que sa situation s'améliore. Deborah venait d'une bonne famille. Elle élevait très bien ses enfants. Elle était une très bonne mère célibataire. Une jeune femme courageuse et sans histoire qui vient de mourir tragiquement, renversée par un chauffard. C'est du moins la première hypothèse qui s'impose aux enquêteurs. Et comme c'est souvent le cas dans un délit de fuite, le conducteur, dans la panique, a peut-être percuté une des voitures garées à proximité de l'accident. Les enquêteurs décident d'inspecter minutieusement les lieux. Alors que je fouillais la zone, j'ai trouvé un morceau de caoutchouc qui devait provenir d'un pneu. J'ai aussi trouvé un beeper.
Et au nord de l'endroit où Déborah gisait, j'ai trouvé un morceau de plastique blanc. J'ai pensé qu'il pouvait provenir d'une aile de voiture. Et j'ai cru que ça pouvait être une preuve clé. Ce morceau de plastique appartient peut-être au véhicule qui a renversé Déborah. Il faut en tout cas l'analyser au plus vite. En attendant, les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur place. J'ai trouvé Déborah sur la chaussée, proche de l'entrée du parking du bar Blue Star. Je m'y suis rendu et j'ai parlé à l'agent de sécurité. Il a raconté qu'une femme avait couru jusqu'au bar parce que quelqu'un avait été renversé. L'agent de sécurité lui avait crié d'appeler les secours et avait ensuite trouvé Déborah étendue sur la chaussée. Le chauffard, lui, avait déjà pris la fuite. Impossible de l'identifier. Mais le lieu de l'accident se trouve à quelques mètres de ce bar bien connu dans la région. Une première piste peut-être pour les enquêteurs. Au bar Blue Star, les gens ont l'habitude de boire avec excès. Il m'a donc semblé logique que notre suspect soit potentiellement un des clients du bar. Au fil des ans, le Blue Star a acquis la réputation d'attirer des gens un peu louches. Chaque week-end, immanquablement, que ce soit le vendredi ou le samedi soir, on nous appelait pour une bagarre, des coups de feu ou des agressions au couteau. Que faisait Déborah, cette jeune mère de famille irréprochable, près de ce bar si mal famé? Les enquêteurs décident d'interroger ses proches pour retracer ces dernières 24 heures. Déborah était dans un bar à Sioux Haven avec une amie et semblait s'amuser. C'était le week-end. Puis elle a décidé de quitter son amie et de prendre un taxi pour se rendre au Blue Star. Selon les témoignages récoltés, Déborah serait arrivée au Blue Star entre 23h et 23h30 pour en repartir vers 2h du matin. La jeune femme qui n'avait pas de voiture serait rentrée chez elle à pied ou en stop. Pour les enquêteurs, c'est là, sur le trajet, que Déborah, peut-être ivre et titubante, aurait été fauchée. Un scénario rapidement confirmé par les premières conclusions de l'autopsie. Mais ce n'est pas tout. Le légiste a établi que les blessures étaient attribuables à un véhicule. Le bilan toxicologique a confirmé qu'elle avait bu, mais il n'y avait aucune trace de drogue. Les vêtements de la victime ont été examinés pour trouver d'éventuels indices. Ils ont trouvé des éclats de peinture qui semblaient être de couleur blanche. Sur les lieux du crime, j'ai trouvé un morceau de plastique blanc provenant de l'aile d'une voiture. Le laboratoire de la police de l'État du Michigan a pu déterminer qu'il provenait d'une voiture américaine. Comme le supposaient les enquêteurs, Déborah a bien été renversée. Mais il faut maintenant identifier la marque et le modèle de ce véhicule blanc. Puis, répertorier tous les propriétaires, soit des milliers de pistes possibles. Un travail de fourmi pour les enquêteurs. En attendant, ils retournent interroger les proches de Déborah, en quête d'un indice qui pourrait faciliter leur recherche. Personne n'avait rien de mal à dire sur Déborah. Elle aimait sortir dans les bars et s'amuser, comme bien des gens. Personne n'a mentionné qu'elle avait des ennuis ou qu'elle causait des problèmes. Rien dans la vie de la jeune femme ne leur donne la moindre piste sur le chauffard. Son identification s'annonce très longue. D'autant que les enquêteurs ne savent même pas s'il habite la région. Mais la chance va leur sourire. Car une femme les contacte. Elle s'appelle Danielle et elle a des choses à leur dire sur cette soirée du 26 avril 1998. Elle circulait sur l'autoroute Blue Star vers 2h30 du matin. Et elle a vu une femme titubante allant vers le nord.
Elle est passée à côté d'elle, a parcouru environ 400 mètres, puis elle a fait demi-tour pour lui venir en aide. En revenant, elle a vu que la femme avait été renversée et qu'elle gisait sur la route. Elle raconte aux enquêteurs qu'elle a ensuite couru demander de l'aide dans ce bar situé à proximité. Là, elle a vu 2 voitures partir en trombe. Elle se rappelait avoir vu une voiture blanche quitter le parking du bar. Mais sans voir qui était au volant. Le deuxième conducteur, en revanche, elle pense l'avoir reconnu. Ce qu'elle révèle alors aux policiers va faire basculer l'enquête. Elle croyait avoir vu Tisha Oling au volant, quittant le bar. Les enquêteurs ont enfin une piste. Ils convoquent immédiatement cette jeune femme pour l'interroger. Tisha Oling nous a avoué qu'elle était là ce soir-là. Elle a dit qu'elle avait vu Deborah Boothby sur le parking et que Deborah parlait à un homme. Mais c'est tout ce qu'elle a pu voir. Elle a dit avoir ensuite quitté le bar pour aller retrouver quelqu'un. Qui est cet homme? Selon Tisha Oling, il se disputait avec Deborah. A-t-il quelque chose à voir avec sa mort? Que s'est-il passé au cours de cette dernière soirée au Blue Star? C'est ce que veulent savoir les enquêteurs. J'ai appris que Deborah s'était querellée avec Ivory Shaver. Ivory Shaver était un ancien petit ami de Deborah Boothby. Au dire des autres membres des forces de l'ordre, Ivory Shaver avait la réputation d'être violent et de fréquenter des gens peu recommandables. Comme, selon des témoins, il s'était disputé avec Deborah Boothby au bar, j'ai jugé nécessaire de lui parler. J'ai réussi à le tracer. Quand je lui ai dit que Deborah était morte, il m'a répondu que c'était triste. J'ai trouvé que cette formulation, c'est triste, était quelque peu inhabituelle, considérant qu'il avait entretenu une relation avec elle. Je lui ai demandé s'il se trouvait au bar Blue Star et il a dit qu'il y était. On lui a demandé ce qui s'était passé dans le bar. Ivory raconte qu'il était avec sa nouvelle petite amie Chevy et son neveu Scotty. Et que tout à coup, Deborah s'était approchée de lui et avait fait une crise de jalousie. Ivory Shaver se souvient que Deborah Boothby était là. Elle l'a pris à partie parce qu'il était avec une autre femme. Elle a fait une scène et a essayé de provoquer une dispute. Deborah a jeté sa boisson sur lui et il y a eu une petite dispute. Scotty Shaver s'est interposé, puis ils ont fait appel à un employé du bar pour la faire sortir de la salle. Les hommes de la sécurité ont sorti Deborah. Ils l'ont emmenée sur le parking du bar et l'ont priée de partir. Et il a dit qu'elle était partie. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. Selon Ivory, il n'aurait donc rien à voir avec la mort de Deborah. Mais cette scène de jalousie intrigue les enquêteurs. Tisha Oling affirme avoir vu Deborah se disputer avec un homme sur le parking du bar. Et si c'était Ivory? Et s'il avait menti? Ivory a dit aux enquêteurs qu'il est parti en voiture avec sa petite amie Chevy Gill et qu'ils sont rentrés chez Chevy à South Haven après la fermeture du bar. Ivory aurait donc quitté le Blue Star avec sa copine vers 2 h du matin. Cette information fait tilt dans la tête des enquêteurs. Était-il possible qu'il soit impliqué dans ce délit de fuite? En effet, Daniel, leur témoin principal, a déclaré avoir vu Deborah sur l'autoroute vers 2 h 30 du matin. Quand Ivory quitte le bar et prend la route, Deborah est donc encore vivante. Et si c'était lui qui l'avait percutée? L'hypothèse est séduisante. Seul hic, Ivory a précisé qu'il avait pris la voiture de Chevy. Or, elle est de couleur sombre. Rien à voir avec les traces blanches retrouvées sur les vêtements de Deborah. Malgré tout,
Les enquêteurs sont persuadés qu'Ivory ne leur a pas tout dit. D'autant que l'homme a une réputation douteuse. On avait tous l'intuition qu'ils étaient impliqués dans cette affaire, mais on n'avait aucun témoin. On ne disposait d'aucune information qui aurait pu indiquer qu'Ivory Shaver était impliqué, mis à part la dispute dans le bar. Ce 26 avril 1998, comme tous les soirs, le Blue Star était bondé. Quelqu'un a forcément vu ou entendu quelque chose. Les enquêteurs décident d'auditionner tous les clients et le personnel du bar présent ce soir-là. Il y avait des centaines de clients. Malgré cette foule, personne n'a transmis d'informations aux forces de l'ordre. On savait que les gens nous cachaient quelque chose. Deborah Bousby vivait dans la région. Elle avait des amis qui fréquentaient le bar. Le plus gros problème auquel on s'est heurté était que personne ne parlait. On a senti beaucoup de résistance. Bon nombre des clients du Blue Star ne voulaient pas coopérer avec les forces de l'ordre. Leur lien avec les gens qu'ils fréquentaient était beaucoup plus fort que leur lien avec les forces de l'ordre. Les enquêteurs sentent qu'ils tiennent une piste sérieuse, mais pour l'instant, impossible de délier les langues. Seul indice solide dans cette affaire, ce morceau de plastique blanc et ses traces retrouvées sur les vêtements de Deborah. Et c'est sur ce point qu'un appel anonyme va relancer l'enquête. L'homme au bout du fil a l'air bien renseigné. Il indique que la petite amie de Scotty, le neveu d'Ivory, a justement une voiture blanche. Cette jeune femme s'appelle Adrienne Burnett. On a appris qu'Adrienne Burnett était au bar Blue Star ce soir-là. Si c'est elle qui a percuté Deborah, les enquêteurs devraient vite le savoir. Ils se rendent à son domicile où ils trouvent la fameuse voiture blanche. Et ce qu'ils découvrent renforce leurs soupçons. Il y avait un clignotant abîmé et une pièce cassée sur la voiture. Il était possible que cette voiture soit en cause. On a rédigé un mandat de perquisition afin de pouvoir confisquer la voiture pour l'inspecter. Des échantillons sont prélevés sur le véhicule pour être comparés aux indices récoltés. Et cela correspond. Pourtant, les enquêteurs se heurtent vite à un mur. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'ADN ou de sang de Deborah Bousby. Sans l'ADN de la victime, impossible d'incriminer Adrienne Burnett. Les enquêteurs n'ont plus aucune piste. Et pendant des années, ils vont tenter d'identifier le chauffard qui a renversé Deborah. Sans résultat. L'affaire tombe peu à peu dans l'oubli. Nous sommes en 2007. Voilà 9 ans que Deborah est morte. Un nouveau chef de la police vient de prendre ses fonctions à South Haven. Et il décide de rouvrir l'enquête. On devait repartir de zéro. On avait peut-être examiné les faits sous un mauvais angle. On allait parler à toutes les personnes dont le nom est au dossier. Qu'avez-vous vu? Avec qui étiez-vous ce soir-là? Pour les enquêteurs, retour donc là où tout semble avoir commencé ce 26 avril 1998, le Blue Star. Ils convoquent à nouveau tous ceux présents cette nuit-là. Et cette fois-ci, ils comptent bien pouvoir enfin les faire parler. Les années ont passé et certains maintenant semblent prêts à coopérer. Une serveuse en service le 26 avril livre aux enquêteurs quelques détails sur la soirée. Elle raconte que la dispute entre Deborah et Ivory s'est en fait poursuivie dehors après la fermeture du bar. On a demandé aux clients de partir et la sécurité a fait sortir tout le monde. Cette serveuse a vu de l'agitation, elle s'est approchée de la fenêtre et a observé la deuxième dispute sur le parking. Elle ne pouvait pas préciser qui était là. Elle savait que c'était Deborah qui se faisait battre. Elle était en larmes. Elle semblait vraiment très affectée et elle nous a dit « J'ai vu un cercle se former autour d'elle et elle se faisait tabasser ». Selon les déclarations de la serveuse, Deborah aurait subi un véritable passage à tabac.
mais elle n'en dira pas plus sur l'identité des protagonistes. Pour les enquêteurs, il paraît de plus en plus clair que Deborah a été assassinée, et pas seulement renversée par une voiture. Il pourrait y avoir eu préméditation en raison de la violence de la deuxième dispute à l'extérieur du bar. Deborah aurait-elle succombé sous les coups de ses agresseurs? Une hypothèse bientôt confirmée par un nouveau médecin légiste. En 1998, quand l'autopsie a été menée, la thèse était qu'il s'agissait d'un délit de fuite. Quand on a appris qu'il y avait eu une agression avant le délit de fuite, on a demandé au nouveau légiste de vérifier cette piste. Ils ont effectué une seconde analyse de l'autopsie initiale. Et ces conclusions confirment l'intuition des enquêteurs. Selon lui, le corps de Deborah présente de nombreuses contusions qui pourraient être compatibles avec une agression. L'enquête vient de prendre un nouveau tournant. Au lieu d'un accident, il aurait pu s'agir d'un délit de fuite intentionnel. Fort de ce nouvel élément, les enquêteurs retournent interroger les clients du Blue Star. Et parmi eux, soudain, une femme craque. Elle s'appelle Eugenia. Eugenia s'est mise à pleurer et a dit « Je n'en dors plus, ça me pèse. Voilà ce que j'ai vu. » Elle a vu Deborah Boothby se faire gifler dans le bar par Scotty Shaver. Les videurs ont fait sortir Deborah du bar et l'ont emmenée sur le parking en la priant de partir. Plusieurs témoins à l'extérieur lui ont dit « Allez, tu es ivre, rentre chez toi. » Une amie d'Eugenia a proposé à Deborah de la raccompagner. Elle a refusé. Eugenia raconte aux enquêteurs qu'à ce moment-là, Ivory, l'ex-petite amie de Deborah, est sorti du bar lui aussi, visiblement très en colère. Suivi de près par Chevy, sa petite amie, Scotty, son neveu, et une troisième personne, un certain Ed Foster, un dealer qui a ensuite mis la pression à tout le monde pour faire barrage à l'enquête. Eugenia était l'un des nombreux témoins qui ont été menacés par Ed Foster pour qu'il se taise et qui ont reçu un rappel lorsque le dossier a été rouvert. Mais 10 ans après les faits, la jeune femme n'a plus peur et elle est prête à tout raconter. Elle explique que sur le parking, la dispute dégénère. Deborah a été poussée au sol. Scotty, Ivory, Chevy et Ed Foster ont commencé à lui donner des coups de pied et des coups de poing. Deborah s'est relevée et elle a été à nouveau jetée au sol. À un moment donné, Scotty Shaver l'a frappée à plusieurs reprises, comme plusieurs autres personnes dans la foule. Eugenia les a décrits comme des pitbulls se battant pour un os. C'était violent à ce point. Deborah s'est relevée lentement, les cris et les hurlements ont continué, et c'est à ce moment-là qu'Ed Foster lui a donné un coup de poing si violent qu'elle est tombée au sol pour ne plus bouger. C'était le coup final. Ils ignoraient si elle était vivante ou non. À ce moment-là, ils ont compris qu'il s'était produit quelque chose. Deborah a alors été traînée par Ed Foster, Scotty et Ivory jusqu'à la voiture de Chevy Gill. Eugenia raconte ensuite que Ivory et Scotty obligent Deborah à monter dans la voiture de Chevy. Puis, très vite, ils quittent le Blue Star suivi par Scotty et Adrienne dans un deuxième véhicule. Suite à ces révélations, Ivory fait maintenant figure de suspect numéro 1 pour les enquêteurs. Ils décident de l'interroger à nouveau. Je trouve pas le repos. Je songe à ce qui est arrivé à Debbie ce soir-là. Elle me manque, vous savez. Ivory persiste à nier toute implication dans la mort de Deborah. Les enquêteurs auront peut-être plus de résultats avec son neveu, Scotty. Selon Eugenia, il aurait aussi participé au passage à tabac de Deborah. Mais là encore, il se heurte à un mur. Scotty nous a dit qu'il n'avait pas été témoin d'une bagarre sur le parking. Après la fermeture du bar, il était monté dans la voiture avec Adrienne Burnett et ils étaient rentrés chez eux. Face aux dénégations d'Ivory et Scotty, les enquêteurs n'ont plus qu'une carte à jouer, Adrienne.
C'est elle qui possède une voiture blanche. Le seul indice dans cette affaire est un élément de poids pour la forcer à parler. Quand on lui a dit pourquoi on venait la voir, son comportement a changé. On aurait cru qu'elle venait de voir un fantôme. On savait qu'Adrienne nous cachait quelque chose. Au départ, Adrienne ne nous a pas fourni beaucoup d'informations. Mais d'après son comportement, on sentait qu'elle en savait plus. On a donc commencé à la questionner sur la voiture. Il y avait un clignotant manquant et des dommages sur la voiture. On l'a ensuite questionnée sur ce qui s'était passé ce soir-là. Et là, elle a flanché. Elle a décrit la dispute dans le bar. Elle nous a ensuite décrit la bagarre à l'extérieur, sur le parking. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tenté de se défendre. Elle a bien réussi au début. Elle a tenu pendant 1 minute. Mais face à autant de monde, ce n'était pas facile. Ils la frappaient tous en même temps? Oui. Mais qui dans ce groupe a porté le coup fatal à Deborah? C'est ce que les enquêteurs veulent maintenant savoir. Elle raconte qu'Ed Foster a frappé Deborah Boosby. Tout le monde a alors cru qu'elle était assommée et ils l'ont traînée jusqu'à la voiture de chez Vigil. Deborah s'est réveillée et leur a crié de ne pas l'emmener, de la laisser tranquille, de la laisser partir. Ils l'ont mise dans la voiture de Chevy. Qui ça? Ivory et Scotty. De quelle manière? Ils l'ont poussée dans la voiture. Elle essayait de se débattre? Oui. Ed Foster et Ivory Shaver sont montés sur la banquette arrière avec Deborah. Chevy Gill et Ivory Shaver, ainsi qu'Ed Foster, quittent ensuite le parking. Adrienne Burnett monte dans sa voiture avec Scotty Shaver, qui lui ordonne de suivre la voiture de Chevy. Je pense qu'ils ont réalisé que... Oh, on pourrait avoir des ennuis pour ça. Quelqu'un pourrait parler. Et c'est pourquoi ils l'ont emmené ailleurs. Adrienne explique aux enquêteurs qu'ils ont roulé quelques minutes sur l'autoroute avant de s'arrêter dans un parc. C'est là ensuite que tout se serait passé. Une fois arrivés dans l'impasse, ils se sont garés au bout. Scotty est descendu de la voiture. Ils ont sorti Deborah Boosby de la voiture et les hommes ont continué de la frapper. Elle criait. Est-ce qu'elle semblait effrayée? Oui. À ce moment-là, elle essayait de se défendre, mais ils ont repris le dessus sur elle. Chevy l'a étranglée. Scotty est venu la frapper, Ivory aussi. Scotty l'a frappée une dernière fois et elle est tombée. Après ce dernier coup de poing de Scotty, elle s'est écroulée et elle n'a plus bougé. À cet instant, ils l'ont crue morte. Ils l'avaient tellement battue qu'ils ont cru l'avoir tuée. Ils devaient cacher leur crime. Chevy hurlait « Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Tout le monde l'a vue, mettons-la dans la voiture, on ne peut pas la laisser là. » Ivory Shaver et Ed Foster ont remis Deborah Boosby dans la voiture. Ils ont quitté le parc de Covert et sont retournés au bar Blue Star, suivis par Scotty Shaver et Adrienne Burnett. Selon Adrienne, Ivory avait un plan pour achever Deborah et maquiller sa mort en accident de la route. Ivory a quitté le siège du conducteur et il a aidé Chevy à la sortir de la voiture. Ivory a dit « Écoute bien, voilà ce qu'on va faire. On va passer sur son corps avec les 2 voitures pour simuler un accident. » Il s'est remis au volant. Chevy est monté du côté passager. Il a fait marche arrière et lui a roulé dessus. Puis il a roulé dessus en marche avant. Donc il l'a écrasée en reculant et a roulé dessus en repartant. Oui. Mais ce n'est pas fini, car Deborah est toujours en vie. Scotty a alors demandé à Adrienne Burnett de rouler sur le corps pour s'assurer de sa mort. Scotty a dit « Écrase-la ». C'est donc ce que j'ai fait. Vous vous êtes arrêté après les faits? Je voulais m'arrêter, mais Scotty a dit « Continue de rouler ». Adrienne Burnett est rentrée chez elle. En arrivant, Scotty Shaver lui a dit « Tu ferais mieux de te taire ou ça pourrait t'arriver. » Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'a fait peur.
Avec ce qu'il venait de faire, qui pouvait dire ce qu'il aurait pu me faire? Et donc, pendant près de 10 ans, Adrienne Burnett a vécu dans la crainte d'être la prochaine victime et de devoir subir ce que Deborah Boothby a enduré. Pourtant, face aux enquêteurs, elle finit par craquer. Son terrible secret était devenu trop lourd à porter. Pour elle, c'était presque un soulagement de dévoiler toutes ces informations après 10 ans de silence. Ce qu'ils ont fait à Deborah Boothby était effroyable. Je crois que c'est le crime le plus brutal sur lequel j'ai eu à enquêter. En 2011, Ivory, Chevy, Scotty et Ed sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération. Parce qu'elle a avoué l'assassinat, Adrienne, elle, est condamnée à 20 ans de prison. Ce qui est difficile à supporter, c'est que Deborah Boothby n'est plus là. Ses enfants n'ont plus de mère. Deborah a très bien élevé ses enfants. Certains d'entre eux travaillent aujourd'hui dans les forces de l'ordre. Elle était une mère exemplaire.